Votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale. Ce soir, dans votre émission, dans la première partie, nous analyserons les impacts énergétiques et économiques de la guerre en Iran dans un contexte international marqué par de fortes tensions sur les marchés du pétrole et de l'énergie. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau sèche parfait Dioman, expert international en industrie pétrolière et énergie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans la deuxième partie, nous nous intéresserons à la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. Comment faire de cette institution une véritable référence en matière de mutualité sociale au service des fonctionnaires ivoiriens. Notre invité sera bien sûr Dr Assetou Laurence Camara. Elle est candidate déclarée au poste de présidente du conseil d'administration de la MUGEFSI. Pour décrypter ces sujets, nos consultants sont là ce soir au nombre de Dr Ousmane Chérif, analyste politique, président du RUMENSI. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et puis Wenceslas Assou, journaliste, enseignant et expert en droit de l'homme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs. Place à la première partie de notre émission. Guerre en Iran, impact énergétique et économique sur, bien sûr, nos différentes zones géographiques. Première question, M. Serge Parfait Dioman. La crise autour de l'Iran peut-elle réellement provoquer un choc pétrolier mondial? Oui, bien évidemment. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est à peu près 20 millions de barils qui sont quasiment bloqués dans cette région du monde, au niveau du Golfe Persique. Il faut bien comprendre, pour bien comprendre le ratio, savoir que la production mondiale journalière est autour de 105 à 107 millions de barils par jour. Et à l'intérieur de ces 107 millions, il y a 20 millions qui sont produits dans cette zone du Golfe Persique. Produits, mais pas à l'extérieur, dans le Golfe Persique. Dans le Golfe Persique, nous avons 8 pays qui sont, on va dire, qui sont des riverains. 8 pays, nous avons l'Irak, nous avons le Koweït, nous avons Bahreïn, nous avons Qatar, nous avons les Émirats arabes, nous avons le sultanat d'Oman et nous avons l'Iran seul qui occupe une rive à lui tout seul. Donc le sultanat d'Oman et l'Iran sont les deux qui bouclent un peu, qui prennent en ténaille le détroit, le fameux détroit d'Ormuz. Et c'est à ce détroit spécifique que toute la production des 20 millions passe. Donc si ce détroit, vous avez beau produit, même 100 millions si vous voulez, si ce détroit devient problématique, ces 20 millions sont stockés, ça fait un manque à gagner énergétique pour le monde entier. Bien, on sait cela, ça sort aux questions. Moi, je vais lui demander, bonne arrivée, monsieur l'expert. Quel sera l'impact pour la Côte d'Ivoire, par exemple? Parce que je sais que la dernière fixation des coûts des matières premières, peut-être l'essence, le diesel éventuellement, on avait dit qu'on essayait de, comment on va dire, stabiliser cela. Parce qu'il y a de l'argent pour stabiliser. À partir de combien de temps, si c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on peut avoir des soubresauts en Côte d'Ivoire, ou bien nous n'avons pas d'inquiétude à avoir? La Côte d'Ivoire ne peut pas être vue toute seule par rapport à cette crise qui se passe au niveau du Golfe Persique. Parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, comme l'Afrique en général, nous avons bien entendu des relations énergétiques, des relations commerciales avec plusieurs pays. Je veux dire par là qu'il y a des navires qui ravitaillent la Côte d'Ivoire et ces navires ont des carburants. Et quand le prix du carburant, qui ne prennent pas en Côte d'Ivoire, ces navires, ils se chargent dans les ports de départ, et quand le prix du carburant monte là-bas, immédiatement, eux, ils répercutent sur le prix du fret. Ce qui fait qu'un fret que nous avions il y a 1 mois ne sera plus le fret qu'on aura aujourd'hui. Et là, 3 choses rentrent en ligne de compte. La première des choses, c'est les spéculations des traders. La spéculation des traders. Qu'est-ce qu'ils font? Le trader, par exemple, il se protège. Dès qu'il voit qu'il y a des cours qui sont en train de monter sur les places de marché, lui, il va tout faire au niveau des places de marché pour mettre 20 $ de plus sur le baril. C'est ce que lui va faire. Ensuite, il y a l'assureur. L'assureur s'est dit, mais écoutez, si moi je fais passer mon bateau et que le bateau est sabordé, c'est-à-dire qu'il est coulé en mer, je perds toute une marchandise, ça retombe sur moi. Donc lui, il fait passer, comme ça s'est passé tout récemment, des primes
d'assurance qui peuvent aller de l'ordre de 115 à 120%. Et puis, en dernier lieu, il y a l'armateur lui-même qui a son navire, qui peut refuser de ne pas venir. Donc, quand tous ces trois facteurs se conjuguent pour venir vers l'Afrique, ça devient problématique. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, je sais que les autorités sont attentives à tout cela, y compris tous les autres pays d'Afrique également. Tout le monde est vraiment attentif et observe la situation. Donc, c'est un peu hâtif aujourd'hui de dire que les prix vont augmenter ou ils ne vont pas augmenter. Mais par contre, les pays où c'est sûr, où les impacts ont déjà eu lieu, ce n'est pas les petits pays, hein, c'est l'Inde, la Chine et le Japon. Parce que ceux-là, ils dépendent essentiellement du gaz qui vient du Qatar. Toute leur énergie vient du Qatar. Donc, par exemple, une centrale d'énergie électrique qui doit produire 1 mégawatt va acheter plus cher ce mégawatt parce que le Qatar, aujourd'hui, se trouve à l'intérieur du Golfe Persique. Le Qatar ne peut pas sortir du gaz. Et ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire une récession. Maintenant, l'Afrique, puisqu'on on est faiblement industrialisé, qu'on importe beaucoup de choses, si eux, ils fabriquent et qu'ils répercutent le coût de l'électricité sur les produits manufacturiers, c'est sûr que nous, en les achetant, on va les acheter aujourd'hui. Ça, c'est le quatrième élément, en plus des trois que je viens d'ajouter. C'est-à-dire que les prix vont aussi partir à la hausse. Maintenant, c'est un signal pour les Africains d'accroître, d'accélérer l'industrialisation pour parer à ces cas qui arrivent. Mais concernant la Côte d'Ivoire, je vous rassure que les autorités et les autres pays également sont vraiment très attentifs à la situation. Et ils voient déjà, mais attendent de voir comment est-ce que ça va évoluer. Mais comment est-ce que ça va arriver? Moi, je me dis que gouverner... Comment est-ce qu'il va arriver? Non. Je dis, comment est-ce que vous dites qu'on essaie de voir comment est-ce que ça va arriver? Je dis, gouverner, c'est prévoir. Oui. Parce que je sais que dans la fixation des prix de l'hydrocarbure en Côte d'Ivoire, de l'essence à la pompe, je sais qu'il y a un système de stabilisation, plus ou moins. Donc, je vais demander avec vous... Non, je veux dire qu'il y a à la longue, je vais demander avec vous... Bon, c'est vrai, vous ne savez pas quand, mais en tant qu'expert... Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas ce que je veux dire. Oui. Excusez-moi en parler. Je veux dire, vous parlez beaucoup de carburant, essence. C'est deux marchés différents. Oui. Dans le domaine du pétrole, de l'or, nous avons deux types de marchés. Oui. Nous avons le marché des produits bruts, c'est-à-dire le pétrole brut qui sort de la plateforme pétrolière, le gaz naturel brut qui sort de la plateforme pétrolière. C'est ce premier marché-là qui est impacté. C'est de lui dont je parle. Le marché des produits, des produits finis n'a absolument rien à voir. C'est un marché de l'ARA. Vous voyez, c'est un marché de l'ARA. Anvers, Rotterdam, Amsterdam. C'est un marché qui n'a rien à voir. Lui, par contre, si le prix du produit du pétrole brut monte, lui, il va anticiper. Il va faire une hausse. Parce qu'il s'est dit que le brut est monté. Mais quand le brut va descendre, lui, il ne va pas descendre. Donc, quelquefois, on dit que le brut est descendu, l'essence n'est pas descendue. C'est deux marchés complètement différents. Ils ne se connaissent même pas. Pour comprendre, ils ne se connaissent même pas. Donc, aujourd'hui, la fixation est sur le pétrole brut. Le pétrole brut. C'est cela que les produits finis, dans certains pays, il n'y a pas de tampon. Comme par exemple, certains pays d'Europe qu'on a suivis, le matin, le gasoil, je me souviens bien, était à 1,74 €. Les gens sont revenus du travail le soir, ils ont trouvé le gasoil à 1,98 € dans la même journée, parce qu'eux, ils répercutent directement. Et vous avez d'autres pays d'Afrique, dans un élan social, les gens sont sur de l'ajustement. Donc, même quand ça monte, ils essaient de... Donc, ce n'est pas qu'ils ne prévoient pas. Ils prévoient, mais si on ne prévoyait pas, ça va être la répercussion directe. Bien. Voilà. Dr Ousmane Cherif. Oui, déjà, avant de lui poser mes deux petites questions, je voulais quand même le féliciter parce qu'on voit beaucoup ses interventions, ses vidéos, notamment dans le fait d'encourager les jeunes à s'intéresser au domaine énergétique. Oui. Je voulais rebondir sur la question de Assou quand même, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens qui nous regardent ont envie de savoir, est-ce que cette guerre-là, si elle s'étend dans la durée, est-ce qu'on aura des répercussions sur la cherté de la vie? C'est surtout ça qui intéresse l'Ivoirien lambda. Et on a l'impression que, vu que c'est quand même 20% du pétrole mondial qui transite par cette zone, et c'est une zone qui est quand même confligène, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, il y a tout le temps des guerres. Est-ce qu'il n'y a pas un système mondial d'anticipation pour que quand cette zone-là produit moins, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de combler pour ne pas que le reste de la population mondiale puisse ressentir ces effets-là? Est-ce que l'Ivoirien lambda
doit s'inquiéter sur la cherté de la vie dans les prochains mois? C'est très bien cette question parce que c'est exactement ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Quand vous voyez par exemple tous les pays qui mettent la pression sur l'Iran, ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas d'autres débouchés. Mais ce qui est en train d'être fait, c'est qu'on est en train de mettre, certaines personnes sont en train de mettre des mines dans ce détroit. Vous voyez, le détroit, il fait 50 km de large. Ça, c'est 50 km de côte à côte. Mais le vrai passage, nous qui passons souvent sur le détroit d'Ormuz, on sait très bien comment est-ce qu'on se coince. Quand à un moment donné, ça fait 10 km et tout le monde passe dans les 10 km. Mais quand des gens mettent des mines dans les 10 km, après, qui va enlever les mines? Donc, en fait, le débat qui est là, on ne s'inquiète pas trop sur est-ce que le pétrole va venir ou il ne va pas venir. Non, ce n'est pas ça. C'est le fait de prendre ce détroit, de le saboter, de mettre des éléments qui vont nous créer des problèmes. En fait, c'est ça qui crée le problème. Qui met les mines là? Il y a des gens qui ont été identifiés et qui sont en train de poser des mines. Ça, c'est connu, on voit. Regardez, par exemple, vous avez au niveau du Golfe Persique, ces 8 pays qui sont là. Ils sont dans une sorte d'organisation politique qu'ils appellent le Conseil de coopération du Golfe, le CCG. Tous les 8 pays y sont, enfin les 7 y sont, sauf un qui n'y est pas. Et celui-là qui n'y est pas, c'est lui qui bombarde les autres. Les autres ne le bombardent pas et lui, il bombarde. Donc, la problématique aujourd'hui des gens, c'est d'arrêter ce qui se passe. Parce qu'après, on ne peut pas mesurer. Sinon, pour pouvoir gérer les flux pétroliers, on a plusieurs contournements. Mais l'OPEP n'est pas la seule organisation d'exploitation. Il y a plusieurs mécanismes. Mais aujourd'hui, pour l'heure, tout le monde subit le surcoût. On est obligé parce qu'on ne peut pas, comme on a un proverbe chez nous qui dit on ne peut pas courir et en même temps se. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, présentement, on est en train de courir et on prendra le temps de régler Bien. ensuite. Alors, la Côte d'Ivoire importe une grande partie de ses produits pétroliers. Est-ce que notre pays est aujourd'hui vulnérable à une hausse du baril? Il faut comprendre que la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir des puits qui sont essentiellement riches en gaz. C'est une bonne chose parce que notre industrie électrique est autour de 70% conduite par la production de gaz. Donc côté gaz en local, on peut dire que nous sommes couverts à ce niveau. Maintenant, quand nous passons sur la partie des produits hydrocarbonés liquides, comme le pétrole brut, comme je dis, tous les pays sont attentifs, comme je dis. C'est assez tôt. Aujourd'hui, je suis un dirigeant. Ces genres de situations, j'ai déjà anticipé. Je peux savoir pendant combien de temps je peux t'aider. Est-ce que c'est 2 semaines? Est-ce que c'est 1 mois? Mais quand ça va durer dans le temps, c'est tout le monde qui va en partie. C'est un peu comme le cas de la Covid. On a essayé de t'aider, mais quand la Covid est arrivée, ça a embrasé tout le monde. Donc tout va être apprécié dans la durée. Aujourd'hui, c'est assez prématuré de répondre. Mais quelle est la vraie solution? Parce que nous avons des réserves quand même. Oui, c'est ce que je dis. Les réserves, une réserve, en fait, c'est comme on appelle les réserves stratégiques dont on parle. Les réserves, il ne faut pas croire qu'on ne finit pas une réserve et puis on demande où est-ce qu'on prend du pétrole. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Pendant que vous utilisez la réserve, vous devez remplir en même temps. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la réserve, si vous devez commencer à mettre la main dans votre réserve stratégique, c'est que vous savez déjà où est-ce que vous allez aller prendre le pétrole pour compenser. Si vous mettez la main dans votre réserve stratégique et que, au bout de 3-4 mois, la situation perdure, ça devient un autre phénomène. Donc, ce n'est pas le fait d'utiliser la réserve stratégique qui résout le problème. Le problème, c'est qu'il faut que ce qui se passe au niveau du détroit d'Ormuz, il faut que ça prenne fin et que ces détroits soient libérés. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui risque de se passer? Mais si ça ne prend pas fin, qu'est-ce Non, qu'on je vais doit dire, faire? c'est ce que je dis. Si ça ne prend pas fin, aujourd'hui, il y a un embargo qui est mis sur la Russie. On ne sait jamais, hein. C'est des intérêts. Par la grande surprise, on peut trouver que l'Europe peut commencer à ouvrir, tendre la main à la Russie. La Russie peut commencer à approvisionner. On a tellement de solutions qui font qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, on est en train de courir, vous voyez, mais ça va se tasser. Dans les 2 premiers jours, on était monté à $120 le baril et c'est revenu à peu près à 80. Mais qui a fait monter à 120? Ce n'est pas le baril, hein, c'est les spéculateurs. Ils ont fait monter à 120, de 70 à 120, imaginez, de $70 à 120, parce qu'ils se sont couverts. C'est ce qu'on appelle les primes de risque. Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait de la surenchère. Et donc, ils sont redescendus. Et au fur et à mesure, c'est en train de baisser. Donc, pendant que c'est en train de baisser,
on observe la situation. Bien. Bon, quelle alternative? Vous dites que nous sommes obligés d'attendre à ce que le détroit d'Ormuz soit libéré et tout ça. Mais je dis pour un pays comme la Côte d'Ivoire, si demain, aujourd'hui c'est arrivé, demain pour anticiper, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est que j'ai dit, je n'ai pas dit qu'on attend que le détroit soit libéré. Je dis, Non, pour ne pas arriver au pire. Non, je veux dire, il y a plusieurs solutions. Oui. Il y a plusieurs solutions. Une des choses intéressantes qu'on doit faire, vous avez des pays africains qui sont des... Vous savez, la production de... Quand on est producteur pétrolier, on est classé, des classements. On est producteur émergent quand on commence à produire plus de 100 000 barils par jour. On est producteur major quand on fait 1 million de barils par jour. Et on est super major quand on commence à faire 10 millions de barils par jour. Aujourd'hui, le Nigeria est producteur major parce qu'il fait plus d'1 million de production par jour. La Côte d'Ivoire, elle est émergente potentiellement parce que seul le projet Baleine va à 150 000 barils par jour. Mais c'est le temps que tout cela se mette en place. Ce que je dis, c'est que c'est anticipé. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire résiste, elle est résiliente parce qu'elle a une gouvernance énergétique qui est dans la bonne voie, qui a commencé, qui est dans la bonne voie. La bonne gouvernance énergétique, elle repose sur 5 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est d'assurer ce qu'on appelle la sécurité énergétique, c'est-à-dire faire de sorte que tout le monde ait une couverture énergétique adéquate. Ensuite, nous avons l'indépendance énergétique. L'indépendance énergétique, c'est le fait qu'on ne dépende pas de quelqu'un pour avoir notre énergie. Notamment, c'est quelque chose qu'on a réussi avec l'énergie électrique, où aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'importe pas de matières premières énergétiques, mais on continue toujours d'importer des intrants. C'est ce qui fait fluctuer les coûts de l'électricité, parce qu'on n'est pas encore arrivé à produire des intrants. Donc, on a le gaz naturel, c'est déjà l'indépendance. Une fois qu'on franchit ce qui est comme indépendance, on arrive à ce qu'on appelle la souveraineté énergétique. La souveraineté énergétique, c'est le fait de décider soi-même de l'énergie qu'on veut. C'est-à-dire que quelqu'un ne nous dit pas ce qu'on veut. La Côte d'Ivoire a décidé aujourd'hui de faire de la biomasse à Boisseau, on le fait. On veut faire à Bundiali du soleil, on le fait. Ça, c'est notre souveraineté. Quelqu'un ne nous impose pas. Ensuite, nous avons l'autonomisation énergétique, qui est le 4e pilier. C'est le fait que des locaux soient impliqués dans la production de tout cet écosystème énergétique. Et là, ça va reposer sur quoi? Sur des investissements privés locaux, les IPP, qu'il faut favoriser. Ça va reposer sur le contenu local dont on parlait. Et dans cette vision, aujourd'hui, il y a une direction générale du contenu local qui est mise en place. Et enfin, nous allons tomber sur le 5e palier qui est l'autosuffisance énergétique. Et donc, quand on regarde tous ces 5 piliers de la bonne gouvernance énergétique, on se rend compte que la Côte d'Ivoire est au vert dans plusieurs, pas dans les trois verts, dans plusieurs de ces domaines, notamment l'indépendance énergétique, on est exportateur. Donc, aujourd'hui, je vais dire que la situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation qui est conjoncturelle au niveau du monde entier. Il y a un choc. Quand il y a un choc, on ne fait pas le gros dos. On prend le temps de voir si on a des moyens internes de réagir et on le fait. J'ai envie de vous poser une question. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire est autonome énergétiquement, il y a beaucoup d'intrants qu'on doit importer. J'avais lu un document sur la politique énergétique en Côte d'Ivoire. Oui. Je sais que les investissements devaient aller jusqu'en 2025 et la tendance devait s'inverser. Lesquels investissements? Non. Dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Oui. On devait faire des investissements, oui, mais jusqu'en 2025, on devait atteindre le pic de ces investissements. Et normalement, à partir de fin 2025, début 2026, les Ivoiriens devaient commencer à sentir une baisse. Non, mais l'investissement dans quel domaine énergétique? Électrique? Oui, électrique. Domaine électrique. Oui, oui. Oui, ces investissements étaient faits. Ça devait commencer, les factures et tout ça devait commencer normalement, ça devait faire un effet rétro. Vous devez savoir, le même problème des factures, il y a une grande part de comment nous-mêmes nous utilisons l'électricité. Ça rentre en ligne de compte. Par contre, concernant le coût du kilowattheure de l'électricité qui avait été évoqué, qui avait été rehaussé pour pouvoir gérer ce qu'on appelle le PEC technique. Je vais vous dire un petit secret aujourd'hui pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe dans un câble électrique. Les câbles électriques, un mot, les techniques, je ne vais pas le dire pour ne pas affoler les gens, mais dans un câble électrique, il faut passer une certaine puissance au minimum. Sinon, vous rentrez dans des pertes, ce qu'on appelle les pertes techniques. Dans la politique générale de pouvoir faire la couverture énergétique,
on a envoyé de l'électricité dans les lignes de transport et distribution un peu partout dans le pays. Mais quand vous allez dans des villages, des cadres qui ont dit qu'on veut de l'électricité, mais quand vous arrivez dans le village, l'électricité sert à faire quoi? C'est des gens qui jouent au damier le soir, ou bien c'est des gens qui se retrouvent au bout du lampadaire. Il n'y a pas de consommation en tant que telle. Donc le fait qu'un câble électrique arrive à un endroit et que la puissance pour laquelle le câble a été conçu, cette puissance est inférieure à sa puissance nominale, ce câble rentre en ce qu'on appelle en perte électrique. Donc je ne dis pas qu'on gaspille, mais quand le câble, quand il est surutilisé, il crée une perte énergétique. Quand il est sous-utilisé, il crée une perte énergétique. Donc nous, en tant que cadre, quand on arrive au village, le tout n'est pas de faire des cérémonies pour envoyer le courant au village, mais quand on envoie le courant, il faut encadrer les jeunes, faire telle ou telle activité. C'est pour cela qu'on dit pour recevoir de l'électricité dans le cas du programme qui a été fait, il faut 500 ménages. 500 pourquoi? Parce que 500, ça représente un poids de consommation de mégawatts intéressant pour le câble qu'on envoie. Donc si moi je fais un investissement et que j'envoie par exemple du sud au nord du pays du courant et que je me rends compte que ce courant a des pertes techniques, ah ben, j'ai fait mon boulot. Par contre, comment est-ce qu'on corrige cela? C'est en mettant des systèmes déportés d'énergie, comme vous avez le solaire aujourd'hui. C'est pour cela qu'avant, l'architecture était comment? On partait des centrales du sud et du centre pour aller vers le nord. Donc, pour réduire ces pertes techniques, ces investissements, on commence à mettre des centrales solaires ici, des centrales hydroélectriques, Souré, Gribo-Popoli, Abundiali, pour pouvoir réduire ces pertes. Donc, il faut être patient, mais nous-mêmes, quand nous disons que nous avons 500 âmes dans le village et qu'on nous envoie la couverture énergétique dans le village, il faut que ces 500 âmes consomment l'énergie électrique. Mais si on a dit 500 âmes sur le papier et après c'était juste pour avoir de l'électricité et que moi, en tant que cadre, je pars seulement au village chaque vacances parce qu'on va me bouffer, mais c'est quoi qui se passe? On a demandé l'énergie, parce qu'il faut comprendre, je dis, un jour on aura un débat où on va se caler exclusivement sur le domaine, permettez-moi, des pertes énergétiques. Comme ça, on aura le temps de bien expliquer ce qui se passe dans un câble d'énergie. Donc, ce n'est pas parce que j'ai mis le câble que c'est... Non, ce n'est pas comme ça. Bien, Dr Ousmane Cherif. Oui, moi je suis un peu surpris de ce que vous dites quand vous parlez de souveraineté énergétique que la Côte d'Ivoire est. On a vraiment l'impression qu'au niveau énergétique, ça va bien quand même. Alors que nous, dans nos lectures, on a vraiment l'impression que c'est le contraire. Déjà par rapport à l'électricité, la distribution, aujourd'hui on sait que la Côte d'Ivoire est grande productrice, plus jamais comme avant on a été autant producteur. Mais en termes de distribution, on n'est pas suffisamment comme on l'aurait souhaité. Oui. Et en termes de prix, c'est surtout ça que les Ivoiriens, c'est surtout ça qui aujourd'hui je crois on a 87 francs le kilowattheure, c'est énorme. C'est énorme par rapport à avant. C'est vrai que on dit dans la sous-région, on est encore en deçà de certains pays, mais quand même 87 francs le kilowattheure en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai des gens aujourd'hui, je viens d'un quartier où on me dit que des gens, le matin, ils éteignent le courant parce qu'ils ne peuvent pas payer suffisamment, ils sont obligés d'allumer uniquement que la nuit. Ça, vraiment, pour moi, au niveau du prix, on a un gros problème et l'État n'en a pas fait suffisamment. Je voulais que vous réagissiez sur ça. Mais deuxième chose aussi, vous êtes un grand expert que j'aime bien, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vous ai pas suffisamment entendu parler de ce que les autres pays ont réussi mieux que nous en termes énergétiques, qui sont les champions nationaux. Aujourd'hui au Nigeria, vous avez parlé du Nigeria tout à l'heure, Aliko Dangote, on parle d'une sorte de société de raffinage qu'il a mis en place là-bas, qui avait fait énormément parler, et tout ça, on lui avait même interdit certaines choses. Et actuellement, aujourd'hui, grâce à lui, le pays est en train de... Et c'est un national, c'est un Nigérian qui se bat pour ses concitoyens. Aujourd'hui, quand vous regardez le secteur énergétique en Côte d'Ivoire, c'est dominé finalement par que des étrangers. Je regarde par exemple le gisement Baleine qui est exploité, je crois, en majorité par une entreprise italienne. J'ai même entendu, je ne sais pas, vous allez me confirmer ou pas, j'ai même entendu que le pourcentage qui revenait à la Côte d'Ivoire était de 10% et que le pourcentage qui revient à l'entreprise Eni est de 90%. C'est énorme. Donc nous, on se demande, est-ce que vous, les experts qui êtes nos boussoles dans ce genre de domaines techniques-là, ce n'est pas à vous de prendre comme cheval de bataille le domaine
la question des champions nationaux. Parce que est-ce qu'on pourra arriver à une souveraineté énergétique si on n'a pas de champions nationaux dans ce domaine-là? Ces questions sont très pertinentes. Et il faut comprendre que le kilowattheure en Côte d'Ivoire a deux tranches. Il y a la tranche de 86 francs et la tranche qui nous fait les 73 francs le kilowattheure. Donc, il y a deux tranches en fait. Et donc, la tranche de 86 francs n'est pas assez large parce qu'il faut consommer moins de 180 kilowattheures pour pouvoir en bénéficier. Et on voit que nous tous, en majorité, on consomme plus de 180. Donc, en fait, on n'est pas à 87 francs, il faut préciser. Personne, entre nous, dans les grands quartiers, personne ne consomme 180. C'est que les grands consommateurs. Oui, voilà, donc on consomme, en général, notre facture, la vraie, ce que nous payons, c'est 73 francs parce qu'on est dans la deuxième tranche. Concernant les champions nationaux, vraiment, Aliko, bon, je l'appelle Aliko parce que c'est un grand frère et donc que je respecte beaucoup avec tout ce qu'on a eu à entreprendre ensemble. Je suis fier de lui et je sais que beaucoup de pays sont regardants et vont suivre la voie. Maintenant, concernant l'avancée de ce que fait le Nigeria, c'est impressionnant, mais nous sommes au même coefficient. Je veux dire, l'appréciation de la souveraineté énergétique dans un pays s'apprécie par rapport à l'énergie qu'on produit vis-à-vis du nombre d'habitants qu'il y a. Si vous avez par exemple 240 millions d'habitants au Nigeria et que la raffinerie Dangote fait 650 000 barils par jour, quand vous divisez, vous tombez sur un ratio de 2,7. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants, avec la CIE qui fait 80 000 barils par jour, vous tombez sur 2,6. Donc, vous voyez, c'est relativement bien ce qu'ils font, mais c'est relativement bien par rapport à la population qu'ils ont. Entre 2,7 de coefficient et 2,6, nous sommes quasiment pareils. On pourrait être à 2,8. Hein? 2,8, ça arrive pourquoi? 2,8, ça arrive pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, vous avez entendu, est dans son projet, je ne veux pas le dire, ce n'est pas à moi de le dire, de pouvoir augmenter cette capacité. Tout le monde a entendu, mais il y a des voix autorisées pour le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça c'est en train de pousser. Mais ça vous dit, quand on parle des autres pays qui font bien, il y a des choses qui font bien, qui nous plaisent et qui sont dans la voie. C'est pour cela que, je dis, la direction générale du contenu local a été mise en place. Et celle-là, ça agit sur le quatrième volet du pilier, le quatrième pilier qui est l'autonomisation. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être capable de le faire nous-mêmes. C'est là où nous qui sommes un peu allés à diaspora, on a fait plusieurs pays, dans mon cas plus de 35 projets faits dans le monde, depuis l'Inde, l'Azerbaïdjan, la Norvège, les Antilles, vraiment un peu partout dans le monde. Quand je rentre chez moi, en Côte d'Ivoire, je mets à disposition. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc, la première des choses, c'est pour répondre, c'est pour dire que ce n'est pas que le gouvernement, mais j'incite aussi mes collègues qui sont à l'extérieur, dans le meilleur des cas, de rentrer aussi au pays, de rentrer, de sorte qu'ensemble, toutes ces propositions qu'on fait, qu'on puisse les mettre ensemble et puis... Proposez-le avant qu'ils ne viennent, parce qu'ils peuvent venir. Puis... La question principale, c'était de savoir, est-ce que dans le secteur, il y a un géant ivoirien privé, pas un géant, pas les sociétés publiques, pas un géant privé de la hauteur, parce que moi j'aurais aimé qu'on ait M. Djouma responsable d'une grande société de raffinerie en Côte d'Ivoire, soutenue par l'État ivoirien. Toutes les conditions sont mises en place pour que vous deveniez le Aliko Dangote de la Côte d'Ivoire. Comme je dis, il y a déjà des... Je ne suis pas seul. Bien sûr, j'ai le grade d'expert international, mais j'ai d'autres amis, collègues qui sont là. Ensemble, moi je crois que Dangote, il a réussi. On parle de lui, mais toute la partie, il y a certaines choses qu'on ne peut pas tout dire. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, y compris, voilà, qui sont arrivées pour aider. Donc, on peut mettre quelqu'un devant, mais il faut que tout le monde soit solidaire derrière lui. Et pour dire vrai, il y a une vraie solidarité derrière lui. Et je crois que tous les gouvernants d'Afrique sont attentifs à cela. Tous les partis politiques sont attentifs à cela, y compris le gouvernement actuel, le président de la République. Alors, en somme, rapidement, est-ce que la crise irano-américaine est une menace pour les pays africains, et notamment la Côte d'Ivoire, ou encore une opportunité pour ces pays? Certains disaient que c'était une opportunité. J'ai vu dans certains réseaux. Non, certains disaient.
parce qu'ils ne savent pas trop comment marche le business pétrolier. Ils disaient, ah oui, si les autres ne vendent plus, des pays comme le Nigeria, la Libye, j'ai entendu, vont commencer à vendre leur pétrole. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez du pétrole qu'on peut l'utiliser partout. Si votre pétrole ne correspond pas au pétrole qu'il faut dans les raffineries des autres, ils ne vont pas le prendre. D'abord, tu fais le pétrole pour toi. Donc, dans ces pays-là, pour moi, je crois que la première des choses, c'est une opportunité, cette alerte pour dire aux Africains de créer d'abord leur place de marché pétrolière. Aujourd'hui, nous avons des places de marché, le Brent, au niveau de la mer du Nord, nous avons le WTI au niveau des États-Unis. Les Africains, aujourd'hui, avec 7 à 8 millions de barils par jour, sont en capacité d'avoir une place de marché. Ça veut dire que l'évolution des cours qui se fait sur les autres marchés, les Africains peuvent suivre les cours qui dépendent de eux, les marchés, s'ils en ont. Mais pour faire ça, quand vous avez une place de marché, vous entendez les autres, on dit en dollars. On dit par exemple, le baril vaut 75 $, 110 $. Mais en Afrique, quelle est la monnaie qu'on va utiliser? La Côte d'Ivoire a sa monnaie. Le Ghana a sa monnaie. Le Nigeria a sa monnaie. X a sa monnaie. Y a sa monnaie. Donc nous, les pétroliers, on a la solution. Mais quelle est la devise qui va servir dans la place de marché? S'il faut créer une place de marché pour aller encore chercher le dollar, pour venir être le lien de correspondance, vous voyez que le problème demeure. Bien. Maintenant, c'est mauvais pour nous parce qu'on est faiblement industrialisé, on importe tout. Après, on va se plaindre que le bateau qui arrive de Chine, le fret a augmenté de 120%, tout a augmenté, même parce qu'on est faiblement industrialisé. Et conséquences, répercussions sur tous les secteurs d'activité. Je ne parle pas spécifiquement de la Côte d'Ivoire, je parle de l'Afrique parce que votre question ne faisait pas de l'Afrique. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, sachez que de l'Afrique, quand l'énergie bouge, c'est tous les secteurs qui vont bouger. Mais certains gouvernements ont quand même la résilience, comme j'ai dit, d'attendre de voir venir les choses avant de pouvoir réagir. Bien, on va terminer avec cette rubrique, le chiffre du jour, une rubrique dans laquelle vous allez commenter un chiffre en rapport avec notre pays, la Côte d'Ivoire. Le chiffre du jour, c'est 3044. En effet, la capacité de production électrique de la Côte d'Ivoire est passée de 2907 MW fin 2023 à 3044 MW en octobre 2025. Commentaire, Dr Ousmane Chérif. Tout à l'heure, on en parlait, la production de la Côte d'Ivoire a toujours été de plus en plus croissante. C'est à se féliciter. Mais en même temps, moi, je mets un point d'honneur sur le prix encore parce que beaucoup de ménages se plaignent du prix. Donc, c'est bien de continuer à augmenter la production, mais faisons un effort pour que l'électricité coûte un peu moins cher en Côte d'Ivoire. Ok, je me dis que je vais dans le même ton que Dr Ousmane. Je vais dire notamment qu'il faudrait qu'on ait les énergies renouvelables, l'énergie solaire et tout ça, qui vont venir ajouter à l'énergie produite par les barrages, avec les centrales et tout ça. Ça va faire un mix et ça va nous revenir un peu moins cher parce que le soleil, par exemple, on ne paye pas. Bien. Notre aspect maintenant, nous avons des énergies, il fait chaud en Afrique, l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, tout cela, mais l'électricité coûte cher malgré cette montée en puissance. D'abord, pour clarifier quelque chose sur l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, ce n'est pas seulement le solaire. Hein. Oui, les barrages, non, les barrages hydroélectriques, c'est aussi du solaire, c'est aussi du renouvelable. Donc l'Europe n'est pas... Mais les barrages ne rapportent pas beaucoup. Non, je suis en train d'indiquer que l'Europe n'est pas en train de... Il faut qu'on ne soit pas toujours complexé. Ils ne sont pas en train de nous apprendre ce que c'est que l'énergie renouvelable, puisque nous avons commencé notre histoire énergétique électrique en Côte d'Ivoire par les barrages hydroélectriques. Donc par essence, nous sommes partis de la production hydroélectrique et une énergie renouvelable. C'est par rapport à la sécheresse qu'il y a eu lieu en 1984 que nous avons cherché des alternatives vers le gaz naturel. Donc aujourd'hui, les 45% d'objectif 2030, c'est un objectif et il est tenable. Et il est bien tenu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la biomasse qui fait partie des énergies renouvelables. Nous avons du solaire, nous avons l'hydroélectrique. Pour moi, c'est suffisant. Pas besoin d'aller faire de la géothermie qui coûte assez cher et tout ça. Aujourd'hui, avec ces trois, en 2030, on sera à 45% de mix énergétique. C'est une bonne nouvelle. Bien, merci à vous, Monsieur Serge Parfait Dioman. Je rappelle que vous êtes expert
international en industrie pétrolière et énergie. Vous êtes chevalier dans l'Ordre national du mérite de la Côte d'Ivoire, consultant en transition énergétique, écologique et intelligence numérique, consultant de gouvernement et conseiller d'institutions internationales, expert consultant international, la Banque mondiale, distingué meilleur expert international, le trophée international MLDI au siège de l'UNESCO à Paris de l'édition 2022. Merci d'être passé sur ce plateau. On espère vous revoir très prochainement. Alors c'est surtout voilà, pour parler de toutes ces pertes techniques, pour que les gens comprennent un peu mieux comment ça fonctionne. Bien. On vous accompagne avec cette réclame publicitaire. On revient juste après pour la seconde partie consacrée à l'élection du président du conseil d'administration de la MUGEFSI, entendez la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale. C'est du lundi au jeudi à partir de 19h30 sur nos différents canaux, notamment 337 sur Canal+, 437 sur Free, la TV d'Orange, notre site internet www.reflet.tv, la TV d'Orange et puis Facebook et YouTube, Reflet TV, retrouvez sur ces différents canaux nos différentes émissions. Alors, dans cette partie, nous recevons Dr Assetou Laurence Camara. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes candidate déclarée au poste de présidente du conseil d'administration de la MUGEFSI. Et notre sujet, c'est bien sûr comment faire de la MUGEFSI une référence en matière de mutualité sociale en Côte d'Ivoire. Première question, pourquoi avez-vous décidé de briguer la présidence du conseil d'administration de la MUGEFSI? Mais je voudrais vous remercier déjà de m'inviter sur ce plateau. La question est de savoir pourquoi est-ce que je veux être présidente de la MUGEFSI. Je répondrai simplement par le fait que vouloir être présidente de la MUGEFSI, c'est vouloir charger, on va dire, toutes les préoccupations des mutualistes. Et aujourd'hui, mon souhait d'être présidente, c'est vraiment apporter une réponse à tous ces besoins et ces attentes des mutualistes de Côte d'Ivoire. Donc, je me suis engagée et je suis prête à aller jusqu'au bout. Parce que je pense sincèrement que j'ai à apporter à la mutuelle et également aux mutualistes. Donc, je me suis engagée et j'y vais. Bien, Dr Ousmane Cherif. Alors, moi, je suis très content de recevoir Dr Assetou sur ce plateau, Dr Assetou Camara. Déjà parce qu'elle est médecin et qu'on partage ensemble cette corporation. Mais aussi parce que historiquement, c'est peut-être la première femme médecin à se présenter à la tête de la MUGEFSI. Mais au-delà de ça, moi, je voulais lui poser une question quand même assez... qui est dans le domaine des soins, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vous regardent, beaucoup de fonctionnaires qui vous regardent, estiment que la MUGEFSI ne les soigne pas suffisamment bien, comme ils auraient espéré. Vous, à la tête de la MUGEFSI, quels sont les chantiers prioritaires que vous allez mettre en place pour que ces fonctionnaires qui vous regardent là vont pouvoir mieux se soigner? Mais merci, docteur Ousmane. Vous avez mis les pieds dans le plat, donc on va y aller. La mutuelle, comme on la connaît, existe depuis 1973. C'est-à-dire que notre mutuelle existe depuis 53 ans. Et depuis 53 ans, c'est toujours les mêmes plaintes. De façon générale, aujourd'hui, si on aborde une partie des mutualistes, une grande partie des mutualistes, vous entendrez les insatisfactions qui viennent de part et d'autre. Et ce, depuis 53 ans. Alors, quand nous sommes dans un tel environnement, il est temps de prendre le taureau par les cornes pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut apporter pour que notre mutuelle soit de plus en plus appréciée par ses propriétaires qui sont également ses usagers. Parce que la mutuelle, quand même, il faut le reconnaître, c'est une spécificité. Les mutuelles sont à la fois des entreprises et des associations, de sorte que tous les mutualistes sont à la fois les propriétaires et les utilisateurs. Alors, quand vous êtes dans un environnement assez spécifique, il faut savoir comment marcher et comment faire avec ces mutualistes qui sont de plus en plus demandeurs.
parce qu'ils voient leur sacrifice à travers leurs cotisations. Et on se rend compte que chaque fois, il y a beaucoup de plaintes. Il y a tout le temps des plaintes. Et nous, par exemple, nous avons eu la chance de pénétrer ce milieu-là par la porte la plus intéressante, qui est celle du contrôle médical. Nous avons été médecins vacataires à la mutuelle, et donc nous avons vu les faiblesses du fonctionnement de notre mutuelle. Et là, c'était donc dans l'exécution que nous étions. Et Dieu faisant bien les choses, nous nous sommes retrouvés après à la décision, comme s'il fallait compléter un schéma pour nous permettre de mieux apprécier la mutuelle et de mieux l'appréhender. Et nous nous retrouvons donc au niveau du conseil d'administration de 2017 à 2021 et nous arrivons également à percevoir ce qu'il y a à percevoir pour pouvoir apporter notre concours à cette mutuelle. Et je vous assure que nous avons eu beaucoup d'expérience dans cette gestion, dans ces différents passages, dans ces différentes postures. Et aujourd'hui, nous pouvons aisément dire que notre mutuelle a des défaillances au niveau de la gouvernance elle-même. La gouvernance qui sous-entend déjà les textes qui régissent notre mutuelle. Le fonctionnement même de notre mutuelle. Il y a à faire à ce niveau. Et nous comptons bien le faire. Je reviendrai là-dessus certainement. Mais je voudrais vous détailler les quelques axes qui sont importants à retoucher dans notre mutuelle. Nous avons d'abord la gouvernance, mais nous avons également l'offre de soins. Et l'apport de soins de qualité est indispensable pour apaiser un peu le cœur des mutualistes. Oui, parce que nous avons des soins. Nous avons accès, enfin pas pour tous, hein, parce qu'on a des exemples vivants. Hein. Aujourd'hui, si on donne la parole, vous pouvez témoigner, moi je peux en témoigner. Alors, l'offre de soins n'est pas optimale. On ne peut pas être mutualiste, cotiser sans pouvoir avoir accès aux soins, soit aux soins cliniques ou bien aux soins paracliniques, c'est-à-dire radiologie, biologie et autres. Souvent, les mutualistes se voient refuser l'accès à des soins, à des prestations. Et ça, ils n'arrivent pas à accepter. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est qu'ils n'ont aucune explication pour leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accès à ce soin. Et là, c'est encore une autre difficulté. Et il faut aussi voir le côté des investissements. Nous avons une mutuelle qui se veut pérenne et solvable. Alors, pour que la pérennité, la solvabilité soient assises, il faut quand même que la mutuelle investisse, parce que n'oublions pas que nous avons reçu notre mutuelle de nos parents et nous avons le devoir de la laisser à nos enfants. Et c'est seulement par le truchement des investissements que nous pouvons laisser notre mutuelle vraiment dans une certaine dynamique de pérennité, mais surtout de solvabilité. Alors, quand vous avez ces trois déjà axes par rapport à la gouvernance, par rapport à l'offre de soins, par rapport aux investissements, enfin une petite vue panoramique, vous comprenez aisément que si nous installons, c'est pour aborder ces trois aspects tout en nous conformant à la définition même de l'OMS qui parle de santé comme un complet état de bien-être qui est non seulement physique, mais qui est également mental, mais également social. Donc forcément, nous allons décliner nos actions par rapport à ces trois définitions de l'OMS qui sont très importantes parce que la santé, elle n'est pas seulement physique, il faut que les gens le conçoivent ainsi. Et également régler, on va dire, calquer nos actions par rapport à ces trois axes en touchant la gouvernance, en touchant l'offre de soins et en touchant également les investissements. Donc, voici ce que je peux dire. Mais si vous voulez que je rentre dans les détails, sans pour autant vous arracher la parole, sauf si vous voulez poser la question, mais de façon concrète. Dans la gouvernance, la première chose qu'il faut faire, il faut réduire les charges de fonctionnement des administrateurs. Il faut qu'on aille dans une certaine probité, une certaine éthique. Hein, donc, il faut réduire ces charges. C'est vrai que dans la gestion mutualiste, nous avons ce qu'on appelle les ratios prudentiels.
C'est-à-dire, nous avons une façon de gérer des normes qu'il ne faut pas dépasser et autres. Mais je continue de dire que tout en respectant ces ratios, nous pouvons réduire les charges de fonctionnement qui, d'ailleurs, peuvent arranger beaucoup de mutualistes, on va dire, en les répercutant, bien sûr, sur l'offre de soins. Donc, l'une de nos premières actions, ce sera de réduire déjà ces charges de fonctionnement avant de toucher, par exemple, l'architecture de notre mutuelle, on va dire optimiser même l'informatique, la digitalisation pour faciliter l'accès. Hein, créer, par exemple, une certaine puissance digitale qui permettra d'avoir un e-carnet, par exemple. Ça, aujourd'hui, ne pas avoir son histoire de la maladie sur une puce numérique, c'est une aberration. Vous êtes médecin, vous savez bien que rien que l'histoire de la maladie nous permet de poser un diagnostic. Donc, tout individu doit pouvoir se promener avec son carnet, son e-carnet. À côté de cela, nous avons la télémédecine par la téléconsultation pour réduire les écarts entre les soins et le mutualiste. Ça, ce sont des choses qui se font. Ce n'est pas un luxe aujourd'hui. Donc, nous avons tous ces éléments que nous allons mettre dans le panier pour faire une nouvelle prestation. On sait cela, ça sauve. Je vais briser un peu le dialogue entre médecins. Voilà. Amicalement, comme ça, j'ai dit, mais, docteur Camara, de la MUGEFSI, disons, au bas de l'échelle, ou bien en tant que collaboratrice, au district, et ensuite à la MUGEFSI, mais qu'est-ce qui vous fait courir comme ça? Non, c'est pas ça. Après le district, oui. Je me suis retrouvée à la MUGEFSI, je ne suis plus retournée au district. Non, mais je veux dire, puisque vous avez fait ça, et puis au district, on sait ce que vous avez fait, vous avez voulu organiser les syndicats, tout et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui vous fait courir? Je crois que c'est ma quête de justice sociale. Je suis une amoureuse de la justice sociale. Je suis une amoureuse du service aux autres. Peut-être c'est ce qui m'a fait choisir la médecine, je ne sais pas. Mais c'est la meilleure traduction de ma personne qui aime rendre service, qui aime se mettre à la disposition des autres. C'est certainement ce qui me fait courir. Parce que pour la petite histoire, au niveau du district d'Abidjan, en tant que sous-directrice de la gestion des hôpitaux, je veux dire, je n'avais pas tout intérêt à vouloir défendre tous ces travailleurs. Mais je l'ai quand même fait au risque de mon travail et de la petite aisance que j'avais. Et ça m'a coûté ce que ça devait me coûter. Je pense que vous êtes bien, on ne va pas aller chercher ici. Vous êtes bien informés. Mais vraiment, cette quête de justice sociale m'habite tellement que parfois, je m'adonne certainement un peu trop à certaines activités. Mais aujourd'hui, c'est au-delà même de la justice sociale. Hein. C'est au-delà de la justice sociale. Il faut apporter du soulagement aux mutualistes. Et je pense que le moment est arrivé. Ok, je vais vous demander, allez-y rapidement. Il y a des fonctionnaires, par exemple, aujourd'hui, qui n'utilisent plus la MUGEFSI. Ils n'y croient plus, ils préfèrent avoir des assurances privées. Parce que la MUGEFSI, ils y ont mis une croix. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ensuite, l'offre de médicaments. Quelqu'un arrive, on lui dit non, il faut attendre à ce qu'on valide ton bon. Il peut attendre 1 heure, 2 heures alors qu'il a mal. Ça fait que demain, il ne revient plus. Sur ces deux petits aspects pratiques-là, quelles sont vos solutions rapidement? Mais la solution, je l'ai déjà dit, hein, c'est-à-dire il faut déjà optimiser le réseau informatique, la digitalisation. Il faut vraiment optimiser le data center qui a été mis en place pour permettre des retours, des attentes préalables, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire il faut demander la permission et on te donne un code pour te donner accès à la prestation. Il faut faire en sorte que ces codes arrivent le plus vite possible. Et pour le moment, quand on questionne le système, on nous parle de problèmes de réseau. Bizarrement, à la mutuelle, il y a toujours des problèmes de réseau. Il faut aller chercher à comprendre pourquoi il y a toujours des problèmes de réseau. Alors, nous, de dehors, on se dit que certainement, le système n'est pas suffisamment optimum. Donc, il faut le booster de sorte à ce que les mutualistes aient rapidement leur accès aux prestations. Et ça, c'est un gros problème. Hein. De toutes les façons, vous êtes en train de traduire ce que les mutualistes disent. Donc, j'en sais déjà beaucoup et tout. Donc, ce n'est pas nouveau.
Alors, par rapport à cette question, il faut vraiment revoir le système informatique de la mutuelle. Bien. Alors, prochaine question. Jusque-là, on ne connaît que des présidents au sein de la MUJEPSI qui sont que des enseignants. Comment expliquez-vous cela et pourquoi les mutualistes devraient porter leur choix sur vous, docteur? Oui, c'est vrai. C'est vrai que jusque-là, sur les 7 présidents du conseil d'administration, il y en a 5 qui étaient des enseignants. Simplement parce que les enseignants sont les plus nombreux des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ils constituent une force électorale. Alors, quand ils y vont ensemble, voilà, c'est ce que ça donne. Seulement, on n'a pas suffisamment expliqué qu'il ne s'agit pas de corporation, mais plutôt de fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'affinité qui nous lie au sein de la mutuelle, ce n'est pas « je suis médecin, toi tu es enseignant, toi tu es juriste, toi tu es... » Non, c'est ce que nous partageons, c'est parce que nous sommes tous des fonctionnaires et agents de l'État. Une fois qu'on a expliqué aux enseignants que ce n'est pas une histoire de corporation, mais plutôt une histoire de fonctionnaires, ils comprennent donc qu'on doit étendre cette possibilité d'accéder à la tête de la mutuelle en nous basant sur les compétences. Aujourd'hui, la mutualité sociale est professionnalisée. On monte en compétences. Quand vous allez même en France, qui est une référence pour nous, vous allez voir que la Fédération nationale de mutualité a élaboré un guide et même un référentiel de compétences. N'accède pas à la tête d'une mutuelle qui veut et comme il veut. Non. Il y a un socle de connaissances sur lequel les délégués et les présidents doivent reposer leur fonction élective. Il faut quand même qu'ils aient des connaissances sur l'environnement mutualiste et également sur la gestion, le contrôle, l'économie dans une mutuelle sociale et connaître aussi l'offre de soins et le développement de l'offre de soins. Alors, quand vous avez toutes ces compétences qu'on demande, n'importe qui n'arrive pas à la tête. Parce que, voyez-vous, je l'ai dit d'entrée de jeu, une mutuelle, ce n'est pas une entreprise comme une autre. C'est une entreprise qui a une double qualité. Elle est à la fois entreprise et association. Vous avez donc 2 axes qui se frottent. Vous avez l'aspect financier qui joue son rôle et l'aspect social qui joue son rôle. Quand les 2 se rencontrent, ça donne à la mutuelle une spécificité qui nécessite compétence. Sinon, on s'y perd. Non seulement de la compétence, c'est-à-dire la connaissance de l'environnement mutualiste, mais le savoir-faire et le savoir-être. Et ça, c'est très important pour gérer une mutuelle, surtout une mutuelle de cette envergure. Alors, vous comprenez que si nous tâtonnons depuis, c'est parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas compris que la mutuelle sociale est une entreprise particulière qui nécessite des compétences. Et vous pensez que les fonctionnaires ont maintenant compris? Je pense qu'ils sont en train de comprendre. Parce que nous avons tellement souffert qu'à force de souffrir, on finit par comprendre qu'il y a quelque chose à faire et qu'on ne peut pas toujours rester dans l'émotion. Parce que le choix de nos dirigeants sont souvent guidés par l'émotion, surtout depuis l'entrée en vigueur du règlement communautaire en 2009. La première élection où on donnait la possibilité aux fonctionnaires de choisir s'est déroulée en 2013. Et depuis 2013, nous sommes dans des choix émotionnels. Il faut qu'on aille sur des choix de raison. Parce que tant qu'on va rester dans l'émotion, on va continuer à patauger. Est-ce que ce n'est pas aussi des choix politiques? Bon, ça pourrait l'être. J'ose espérer que nos gouvernants, sachant bien que la mutuelle étant un instrument qui participe, on va dire, à la politique sociale, il serait bon qu'elle soit bien gérée. Parce que le premier gagnant dans cette histoire, c'est l'État.
Bien, je le dis bien avant, docteur Osman, parce que nous venons de recevoir un communiqué. Je lis juste une partie de ce communiqué. Dans le cadre des élections de la MUJFC à venir, le Bureau exécutif national du FTFCI-RHDP s'est réuni hier mercredi 11 mars 2026 pour analyser la situation et faire un choix de projet de gouvernance de la mutuelle à défendre au regard du fait que le groupe Solidarité et Égalité a approcher les premiers responsables du FTFCI, RHDP et surtout de la pertinence du programme de la candidate et également des qualités convaincantes de spécialistes de mutualité ainsi que de hauts cadres de la santé de la candidate. Le bureau exécutif a décidé de soutenir la liste conduite par Dr Assetou. Laurence Camara, commentaire? C'est une bonne nouvelle. Mais tout ça ne va pas politiser. Non, je ne pense pas que dans ce cadre-là, moi je ne parle pas de la politique dans ce cadre. Ici, vous avez des fonctionnaires qui se sont organisés, même s'ils sont du RHDP. Oui, ça ne change rien. Parce que dans la mutuelle, vous êtes d'abord des êtres humains, vous êtes d'abord des mutualistes, et c'est ça qui compte. En la santé, vous savez que nous avons une charte. On ne demande pas qui tu es, d'où tu viens. Bien, mais vous ne craignez pas qu'on vous taxe d'être la candidate du pouvoir? Bon, écoutez, je ne pense pas, parce que beaucoup se sont déjà prévalus d'être les chouchous de l'État. Donc, je ne pense pas. J'ai juste des mutualistes qui ont regardé mon programme, qui ont vu que ce programme pouvait leur être favorable, pouvait décanter certaines situations, et qui ont décidé de me soutenir. C'est plutôt comme ça que je vois. Bien. Docteur Ousmane Chérif. Alors, moi, ça me permet de poser deux questions. Déjà, la première concernant, vous avez été déjà au conseil d'administration. Dans les textes de la MUJFC, on ne peut pas être plus de 2 fois au conseil d'administration. Donc, est-ce que, sur ce plateau, devant les Ivoiriens, vous pouvez nous assurer que si Dr Assetou Laurence Camara est élu pour son mandat à la MUJFC, ça ne pourra être qu'un seul mandat, vu qu'elle a déjà été au conseil d'administration. Si je ne me trompe pas, hein, si je ne fais pas d'erreur sur les textes diraient qu'on ne peut pas être plus de 2 fois au conseil d'administration. Donc, si vous êtes élu, vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Je pose encore la question parce qu'on voit des organismes un peu politiques qui vous soutiennent. Moi, j'ai envie qu'il y ait d'autres organismes aussi qui vous soutiennent, d'autres partis politiques. Ça va permettre en tout cas à tout le monde de savoir que Dr Assetou Laurence Camara est soutenu par tout un grand collège d'enseignants et que ce n'est pas uniquement des enseignants d'un seul parti politique. Ça, c'est ma première question concernant le mandat. Ma deuxième question, vous avez dit 2 mots qui, pour moi, résument vraiment ce que c'est que les élections à la MUJFC depuis 2013. Vous avez dit émotion et raison. Il y a des gens qui votent par raison et il y a des gens qui votent par émotion. Moi, j'ai regardé votre profil. Vous êtes pratiquement la seule, peut-être même ivoirienne, je ne sais pas, j'en ai cherché ailleurs, diplômée de ce niveau-là en mutualité sociale en France avec des universités de ce niveau-là. Vous êtes pratiquement la seule. Moi, j'aime les profils des gens qui sont brillants. Et quand j'ai lu votre profil, j'étais très content de voir que vous êtes vraiment diplômé dans ce domaine-là. Mais est-ce que votre discours, ce que vous tenez, est-ce que ça passe avec une corporation qui, quelquefois, veut savoir qu'est-ce que tu as fait pour nous avant? Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où il y a des gens qui ont lutté pour des primes, etc. Est-ce que Mme Assetou, Dr Assetou Laurence Camara, peut revendiquer certaines actions qu'elle a faites pour des enseignants? Moi, j'ai vu une fois en passant un post sur les réseaux sociaux où vous étiez en train de vous occuper d'un malade ou d'une malade enseignant. Je sais que quelquefois, vous faites des gestes sociaux envers les enseignants. Est-ce que vous pouvez revendiquer quelque chose d'émotionnel au-delà de ce qui est raisonnable? Est-ce que vous pouvez revendiquer quelque chose d'émotionnel envers les enseignants? Ce sont mes 2 questions. D'accord. Alors, je suis de nature très discrète dans ce que je fais, dans les actes que je pose. Parce que c'est même dans les Écritures saintes, hein, ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas voir. Donc, il me plaît souvent de faire comme si je ne vois pas. J'ai plusieurs personnes aujourd'hui qui rentrent dans mon inbox et qui me disent « Mais docteur, et pas plus tard qu'hier, docteur, tu as fait tant pour moi. Docteur, tu as fait tant pour moi. »
Aujourd'hui, si vous partez au district d'Abidjan, vous entendez certaines choses dont je ne me souviens même pas. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Je pense que le serment d'Hippocrate que j'ai fait m'oblige à m'occuper de l'autre. Pour moi, c'est suffisant. Je ne m'occupe pas des gens parce que j'attends un retour. Non, ce n'est pas ma nature. Je le fais parce que j'ai l'amour du service. Et je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. Donc, ce qui va se passer avec les enseignants, je suis au milieu des enseignants. Mon directeur national de campagne est un enseignant. Son adjoint est un enseignant. Et celui qui est chargé du collège, on va dire scientifique et technique, est un infirmier assez connu. En fait, je suis surtout entourée d'enseignants. Et je peux dire que cette candidature que je porte est à la demande des enseignants. Donc, je suis très à l'aise dans le milieu d'enseignants. C'est vrai, beaucoup de choses se racontent, mais enfin, il faut faire fi. Une fois qu'on se met sur la place publique, il faut qu'on soit prêt à entendre du tout. Donc, par rapport à ça, j'ai beaucoup de faits, mais pas de façon spécifique vis-à-vis des enseignants, parce que les enseignants sont avant tout des humains. Quand ils arrivent à l'hôpital, je ne cherche pas forcément à savoir s'ils sont enseignants forcément avant de les soigner ou de leur apporter une aide. Ce sont des êtres humains et c'est comme ça que je les considère. Alors, permettez que je n'étale pas les quelques actes sociaux que je pose. Maintenant, pour revenir au mandat, nous avons fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'était un enseignant qui était à la tête, mais un brillant enseignant, ça il faut le dire, il faut le reconnaître. Voilà. Et qui nous, oui, M. Mesme Komoué, que je salue au passage et qui m'a aidé à aimer la mutualité. Et ça, il faut le dire. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Et le monsieur m'a réellement aidé à aimer la mutualité sociale. Il a porté une certaine probité et nous, les médecins, nous avons obligation d'être probes pour permettre de bons soins à nos patients. Et j'ai beaucoup aimé sa gestion. Mais durant son mandat, je pense qu'il n'a pas suffisamment communiqué. Et c'est ce qui, justement, nous suit et porte ombrage à toutes les belles actions qu'il a posées. Aujourd'hui, il a laissé des traces dans la mutuelle. Quand vous regardez même la suite du mandat, enfin le mandat actuel est en train de poursuivre les actions qu'il a laissées. Lesquelles? Ah oui, lesquelles? Quand je prends, par exemple, le développement de certaines... on va dire la construction de certaines directions régionales, ils en ont fait peut-être 2, mais Mesme Komoué a acheté, on va dire, des terrains un peu partout en Côte d'Ivoire pour rapprocher la mutuelle des mutualistes. Et ça, il faut continuer. Il a fait des représentations dans certaines communes, même si dans d'autres, les représentations ont disparu du jour au lendemain. Mais celle de Cocody est encore active, celle de Dabo est encore là, celle de Bongwanou est encore là, celle de Boaké est encore là. Voilà. Et ça continue. Ça, c'est quand même son œuvre. Vous rentrez à la mutuelle, vous voyez un bâtiment qui est là, c'est son œuvre. Ça, ce sont des traces indélébiles. Quand vous voyez le call center, c'est son œuvre. C'est lui qui a mis le call center là. Si aujourd'hui, c'est passé du chiffre long au chiffre court, ce n'est pas une prouesse. Il y a des gens qui en tirent gloriole, mais ça nous fait sourire. Quand vous voyez le COMSI, le centre optique mutualiste, c'est également son œuvre. Quand vous voyez la légalisation du SMF, le service médical de fonctionnaires, qui était là, toléré, mais légalement non reconnu, c'est aussi son œuvre. Et quand je dis son œuvre, c'est-à-dire nous l'avons accompagné. Il y a beaucoup, la digitalisation, quand nous sommes passés du papier physique au numérique, c'est encore son œuvre. Mais il n'en parle pas, il n'en a pas suffisamment parlé. Et ça, ce sont des choses qui pénalisent aujourd'hui. Mais le monsieur, il a travaillé. Bien. Le data center qui nous produit aujourd'hui la digitalisation, c'est également son œuvre. Oui. Aujourd'hui, même la certification, ça a débuté sous Mesme Komoué, la certification de la MUGFC. On sait cela, ça sauve. Oui, moi je veux dire, la première question, une bonne mutuelle, on le sait toujours avec la France qui est un exemple, puis le Canada qui suit, n'est pas excédentaire, sinon que déficitaire. Quelle sera votre tendance? Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, la MUGFC actuelle est une marmite pour des dirigeants. Je l'affirme bel et bien. Et puis, en deuxième question, je suis enseignant. Vous venez, vous devez parler aux enseignants. En 2 minutes, parlez-moi clairement de ce que vous allez me dire, essayez de me convaincre. D'accord.
Je commence par la première question. Comme vous voulez. Quand vous dites c'est une marmite, vous voulez dire quoi? Il y a trop d'excédents, c'est ce que vous voulez expliquer? Oui, je veux dire que les dirigeants viennent se sucrer quand il y a du lucre. Ah, d'accord, ok. Donc, vous reconnaissez avec moi que la mutuelle est d'abord à but non lucratif. Oui. Vous êtes juriste, donc je ne vous dis pas c'est quoi le but non lucratif, vous en savez déjà plus que moi. Donc, en principe, notre mutuelle, elle est à but non lucratif. C'est-à-dire que même quand il y a des excédents, en principe, c'est reversé pour l'amélioration des prestations. Hein, et c'est ce qui va nous permettre d'ailleurs, quand nous serons là, de baisser vraiment le prix, on va dire, des primes. C'est ce qui est normal. Quand vous avez un excédent, il faut le reverser et le redistribuer entre nous. C'est pour ça qu'il y a... Excusez-moi, bien avant de poursuivre, sur ce point, c'est un fonctionnaire qui le dit, la MUJEFSI s'est enrichie illégalement un groupuscule d'individus. Leur bilan est toujours excédentaire, tandis que les mutualistes ne bénéficient d'aucune prestation. Commentaire. C'est ce qu'il disait. C'est le problème récurrent. Et c'est pour ça que, d'entrée de jeu, je vous ai aussi dit, il faut qu'on baisse les charges de fonctionnement. Alors, enfin, on va dire, les ratios prudentiels nous donnent 80% pour les prestations et 20% pour le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est les salaires, on va dire le train de vie des administrateurs, les missions et tout. Il faut réussir à baisser cette part qui revient au fonctionnement pour la rajouter aux prestations. Et ça, c'est possible. C'est notre mutuelle, comme je le dis, et on peut la gérer comme il se doit. Une mutuelle, elle est, je veux dire, elle est adaptable. Ce n'est pas figé. C'est notre chose. Il faut lui donner une certaine spécificité selon les réalités du terrain. Alors, faire des excédents pour en faire, sans pouvoir les utiliser au profit des mutualistes, on va dire, c'est à la limite une faute. Mais bon, on ne va pas trop nous attarder là-dessus. On a la possibilité de redresser notre mutuelle. On a la possibilité encore de remettre notre mutuelle sur de bons rails. On a la possibilité de donner les lettres de noblesse à notre mutuelle. Et c'est ce que nous comptons faire. Il y a beaucoup de réglages et nous pensons que nous pouvons les régler. Maintenant, ce qui concerne votre posture d'enseignant, vous avez dit... Essayez de me convaincre, vous êtes en campagne. D'essayer de vous convaincre. Mais la première chose que je vais vous dire, et que j'ai déjà dit à plusieurs enseignants, c'est qu'il s'agit ici d'une question de santé. Il ne s'agit pas de la pédagogie. Simplement parce que moi, si j'ai des problèmes d'éducation pour mon enfant, des problèmes de pédagogie, je n'irai pas vers un médecin. Parce que je sais que le médecin n'a pas les compétences requises pour enseigner mon enfant, pour lui donner de la pédagogie. Ce n'est pas ça. Alors, quand vous avez la possibilité d'utiliser, je dis bien utiliser, parce que je me mets à la disposition des enseignants, quand vous avez la possibilité, profitons-en. Parce que notre mutuelle aujourd'hui est malade, est réellement malade de ses dirigeants. Surtout ce mandat qui est en train de se terminer, je pense qu'il y a à revoir, et réellement à revoir. Et l'enseignant que vous êtes, vous savez très bien que votre santé ne relève pas de notre enseignant, mais relève d'un agent de santé. Et on espère que le message sera passé. Bon, vous êtes sur le chemin de me convaincre. Est-ce que vous prévoyez un audit si jamais vous êtes élu? Non, je sais que c'est le rêve de tous les mutualistes, auditer, tout ça envoie trop de problèmes. Moi, je me dis, quand vous rentrez dans une maison, et ça, ils vont m'en vouloir pour ça, parce que tout le monde va dire audit, audit, audit. Vous faites un audit pour rendre votre entreprise plus performante. Là, je suis d'accord. Mais un audit pour blâmer, pour choses, je ne suis pas trop pour ça. Pas parce que je manque de rigueur, non. Parce qu'il ne faut pas créer trop de problèmes entre nous. Nous sommes d'abord... Vous savez, la mutualité, là, c'est d'abord la solidarité, c'est l'entraide, c'est la fraternité. Donc, quand on arrive quelque part... toujours taper sur les... Bon, enfin, je sais que ce ne serait pas logique pour certains, mais je ne prévois pas un audit dans le sens de punir, mais plus dans le sens de voir quelles sont les réelles faiblesses de la mutuelle et comment les combler pour que les mutualistes soient plus heureux.
C'est plutôt ça ma préoccupation. C'est bon. Oui, c'est bon. Docteur Ousmane Oui, Chérif. une toute dernière question. Dans une élection, il y a toujours des possibilités d'alliance. Donc, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que Dr Assetou, Laurence Camara, veut gagner toute seule? Il y a déjà des personnes dont on entend par-ci, par-là, qu'elle veut être telle candidate. Est-ce que Dr Assetou, Laurence Camara pense à faire une alliance avec certaines personnes? Oui, ce genre d'élection, on n'y va pas seul. Surtout que je n'appartiens pas au groupe des plus nombreux. Donc, vous comprenez avec moi que forcément des alliances s'imposent. Et je voudrais ici saisir l'occasion pour dire merci au général Atabi Pakom, qui depuis longtemps m'a soutenu et a compris le sens même de mon combat. Il a été candidat il y a 4 ans. Et il a été ici à Abidjan 4e. Mais il a accepté de se mettre de côté et venir m'apporter son soutien afin de récupérer la mutuelle et la remettre sur les rails. Je voudrais saisir donc ce micro pour lui dire merci. À côté de lui, vous avez aussi le secrétaire général du RICI, Bertoni Kwame, qui s'est également engagé. Vous avez également les jeunes de la LISEF qui se sont également engagés. Vous avez les médecins. Hein, vous avez la coordination des médecins-chefs, vous avez le syndicat des médecins réanimateurs, vous avez l'association des médecins urgentistes. Tous ces médecins ont compris on va dire la noblesse de mon combat et tous se sont en train de se rallier parce qu'ils comprennent que cette mutuelle-là, il faut la récupérer pour la travailler avant, pendant et après, si nous voulons vraiment qu'elle nous soit utile et utile à tous les fonctionnaires. Donc, au fur et à mesure, les médecins, le corps enseignant, le corps de santé, les autres fonctionnaires se rallient et je dis gloire à Dieu. Bien. Docteur, quelle sera votre première action si vous êtes élu PCA? Ma première action, si je suis élu PCA, c'est de remettre la gratuité de 100%. On avait, avant de partir, créé un produit qui permettait d'avoir accès à la pharmacie à 100%, 0 francs dépensés quand tu vas en pharmacie. Et c'était un produit qui était très bien apprécié par les mutualistes. Je compte le ramener. Ça, c'est la première action. Avant de passer à la réduction des charges on va dire, de la part du fonctionnement de la mutuelle. On va noter pour vous rappeler cela si cela n'est pas fait. Ne vous en faites pas. Bien, ce sera avec plaisir. Alors, pour terminer, pourquoi en une phrase les mutualistes devraient vous faire confiance? Pourquoi les mutualistes devraient me faire confiance? Simplement parce que je pense, et c'est un atout, je suis du domaine, je suis médecin d'abord, et le médecin, de nature, sait prendre soin de son frère. Je suis médecin, je suis spécialisée en gouvernance mutualiste. C'est ma matière de travail, je veux dire, c'est ce que je sais faire. Et donc, savoir faire quelque chose, c'est déjà une compétence qu'on peut mettre à la disposition des autres. Mais à côté de cela, je connais la maison pour y avoir travaillé. Donc, j'ai une expérience de la maison. Donc, il y a un gain de temps. Pendant que certains viendront maintenant pour apprendre, moi, je connais déjà la maison. On a un gain de temps. Mais à côté de ça, il y a un atout quand même qui n'est pas négligeable. Je suis une femme. Ah oui, une femme, c'est une mère. Et une mère, elle prend soin de ses enfants. Et ça, il ne faut pas cracher là-dessus. La gestion d'une mère est différente de la gestion d'un père. Regardez dans nos maisons. Et même la question de la santé, elle est féminine. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir que les 90% des parents des malades sont des femmes. À la maison, vous, si vous avez des problèmes, ce ne sera certainement pas votre fils. Ce sera soit votre fille, soit maman, soit la tante. Ça, la femme est disposée naturellement à prendre soin. Ce n'est pas négligeable. Donc, à côté de tous ces atouts, il faut dire qu'il y a une certaine probité quand même qui accompagne le savoir-être qu'on demande pour la gestion de nos mutuelles, et je pense l'avoir. Donc, quand je les combine, je pense que je suis un bon cheval, sur qui on peut compter. Bien. Merci. On va terminer avec cette rubrique, le carton rouge. C'est une rubrique dans laquelle vous feriez un coup de gueule. C'est un sujet de votre choix ou des coups de gueule. C'est maintenant.
Voilà, nous sommes dans le carton rouge, dernière rubrique de cette semaine. Premier carton rouge avec Wenceslas Assou. Oui, mon carton rouge va à l'encontre de ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, ont indûment dépensé l'argent des fonctionnaires de la MUGEPSI et n'ont pas permis à certains de se soigner et peut-être qu'ils en sont morts. Bien, merci. Docteur Ousmane Chérif, carton rouge. Alors, mon carton rouge s'adresse à tous ceux qui veulent voter concernant la MUGEPSI uniquement que par émotion. Parce que dans la vie, tout ce qu'on fait par émotion, on finit par le regretter. Quand on fait un choix, on ne fait pas le choix parce que quelqu'un se serait battu pour une autre raison, mais on fait le choix parce que la personne est porteuse d'un projet qui est porteuse d'un projet qui peut permettre de faire avancer l'organisation. Voilà. Bien. Docteur Camara. Et moi, j'en ai deux. Le premier, ce sont en fait tous ces leaders qui arrivent à la mutuelle pour arrondir leur fin de mois ou parce qu'ils se sentent partir à la retraite, viennent à la mutuelle non pas pour nous aider, mais pour préparer une belle retraite, c'est-à-dire avoir un agenda caché dans le dos. Et ça, c'est un véritable carton rouge. Mon deuxième carton rouge, c'est pour la cherté de la vie. Je suis partie au marché il y a quelque temps. J'ai compris pourquoi les femmes pleurent. Et là, vraiment, c'est à revoir. Il faut qu'on revoie le prix des denrées sur le marché parce qu'on commence à être étouffé. Bien, merci docteur Camara Laurence Assitou. Je rappelle que vous êtes candidate au poste du président du conseil d'administration de la MUGEPSI. Merci d'être passé sur ce plateau et on espère vous revoir à l'approche de l'élection. Ce sera avec plaisir. À vous aussi, docteur Ousmane Chérif, Wenceslas Assou. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine d'Entre-deux News. Mais l'actualité revient demain à 19h00 sur Reflet TV. N'oubliez pas également de suivre votre émission Cash or Love sur nos antennes. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire.